Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Mais malheureusement, étant donné que nous avons tellement d'actualités qui sont passées inaperçues. Mais pour nous, c'est un sujet aussi capital. Le gouvernement ivoirien est aujourd'hui plus humain avec les réfugiés, et surtout les réfugiés burkinabés, qu'avec ses propres citoyens. Loin de nous, certainement, l'idée donc de créer une confusion, ou bien d'attirer encore un autre débat sur la présence massive de non-ivoiriens en Côte d'Ivoire. Là n'est pas le problème. Mais nous avons élu un gouvernement. Nous avons élu un président. Et le premier devoir donc de ce président, c'est de s'assurer de faire en sorte que sa population se porte très bien. À première vue, on pourrait donc saluer donc, le geste donc, du gouvernement ivoirien d'apporter assistance et aide aux réfugiés, et surtout réfugiés burkinabés. Mais on pourrait donc saluer ce geste empreint d'humanité et de solidarité. Le gouvernement donc ivoirien est construit, cher ami, donc des logements en dur, s'il vous plaît, pour les réfugiés burkinabés fuyant donc la violence, pour ne pas dire la violence terroriste. Mais ces initiatives soulèvent une question qui dérange. Pourquoi ce zèle pour les étrangers, tandis que les populations locales, notamment au nord, vivent encore dans des conditions précaires, dans des maisons en terre battue? Les réfugiés burkinabés qui sont devenus donc des VIP. Selon donc les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire accueille près environ 70 000, voire plus, d'aucuns parlent même de 100 000 à 150 000 réfugiés et burkinabés. Donc près donc de 12 000 sont installés donc dans des camps ultramodernes. Ces infrastructures dignes d'un plan Marshall comprennent donc des maisons en dur. J'allais dire, on va tropicaliser ce plan Marshall pour l'appeler le plan Ouattara, qui comprennent, si vous voulez, des maisons en dur. Un luxe que bien beaucoup d'Ivoiriens n'oseraient même espérer. Cette générosité envers donc les réfugiés est rendue possible grâce à la collaboration claire de l'État et surtout des organisations internationales. Les réfugiés bénéficient donc des logements, de nourriture et même du soutien pour leur intégration. Cependant, ce temps, les populations locales du Nord continuent donc de vivre donc dans des cases en terre battue, dans une précarité chronique. Ces mêmes régions déjà fragilisées par des infrastructures, j'allais dire, déficientes, et donc une économie au ralenti, subissent maintenant le poids donc, de cette hospitalité légendaire, qui épuise donc les ressources déjà limitées. Aujourd'hui, Abidjan est donc le théâtre donc, d'une inhumanité spectaculaire. Une humanité spectaculaire. Si le Nord souffre donc d'une abondance structurelle, Abidjan, c'est-à-dire Abidjan n'est pas donc en reste. Les récentes donc, démolitions donc, dans la capitale économique, menées donc dans des conditions spectaculaires, ont laissé donc des milliers de familles ivoiriennes sans abri, livrées à elles-mêmes. Ces destructions exécutées sans alternative viable contrastent brutalement avec les traitements réservés aux réfugiés burkinabés. Les Ivoiriens d'Abidjan sont délogés de manière
brutale. Observe donc avec une amertume ces logements modernes construits pour des étrangers, alors que sont condamnés donc à la rue ou à des solutions temporaires indignes. Les Ivoiriens donc sont aujourd'hui sacrifiés sur l'autel de l'image internationale que M. Ouattara avait donnée certainement au monde. Ce contraste est donc, j'allais dire, saisissant et suscite donc des interrogations. Le gouvernement semble davantage préoccupé par sa réputation internationale que par le bien-être de ses propres citoyens. Nous comprenons aujourd'hui pourquoi l'indice de développement humain est vraiment négligé par ce gouvernement. L'indice de développement humain est négligé. Et aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer donc au nord, où les non-ivoiriens sont beaucoup plus privilégiés que les Ivoiriens, cela nous amène à nous poser donc des questions. En construisant, si vous voulez, ces camps modernes pour des réfugiés, ce gouvernement il se positionne comme un exemple de générosité en Afrique. Mais à quel prix? Celui d'abandon de ses propres populations. C'est comme se retrouver dans une situation donc du cordonnier qui est mal chaussé, de l'hôpital qui se moque de la charité, ou bien de quelqu'un qui se moque donc de la brebis qui frise donc dans l'œil de quelqu'un, mais oublie la poudre qui est dans son œil. La population donc du Nord, confrontée, si vous voulez, à la rareté donc des terres et à une pression donc démographique accrue due à l'arrivée donc massive donc des réfugiés, s'inquiète donc des tensions à venir. Nous avons déjà commencé à voir donc des tensions qui ont été rapidement étouffées. Donc ces populations partagent donc les terres, ressources insuffisantes, risquent donc d'insécurité, d'autant de problèmes qui risquent d'exploser si rien n'est fait pour équilibrer les priorités. Vers une révolte silencieuse, assurément les élections de 2025. C'est clair ça. Comment justifier donc une telle disparité entre le traitement réservé donc aux réfugiés burkinabés et les Ivoiriens? Le gouvernement doit donc répondre donc à cette question avant qu'elle ne devienne donc un terreau d'une révolte silencieuse. Cette information que nous partageons, beaucoup d'Ivoiriens ne l'ont pas. Mais ils ont besoin donc d'avoir cette information afin donc de mettre la pression sur le gouvernement qui doit se préoccuper donc de, permettez-moi donc cette répétition, de la préoccupation donc des populations ivoiriennes. On ne demande pas à un gouvernement de négliger des réfugiés ou bien des non-ivoiriens. Mais la préoccupation donc des gouvernements ivoiriens doit être d'abord les Ivoiriens. Les Ivoiriens donc du Nord et du Sud surtout méritent autant que les réfugiés, pour ne pas dire plus que les réfugiés, des logements dignes et une prise en charge, j'allais dire, respectueuse, j'allais dire, et des politiques qui placent leur bien-être au centre des priorités. À défaut, donc le gouvernement ivoirien continuera donc à nourrir donc un sentiment qui pourrait donc avoir, cher ami, si on ne prend garde, des conséquences dramatiques pour une cohésion nationale déjà fragilisée à la veille des élections 2025. En attendant, les citoyens, comme des spectateurs impuissants, regardent donc le gouvernement célébrer donc une humanité sélective où l'Ivoirien semble être un citoyen de seconde zone ou dans son propre pays. Et finalement, une question se pose. M. Alassane Dramane Ouattara, qui a passé donc toute sa jeunesse au Burkina Faso,
Aujourd'hui, en Volta, aujourd'hui devenu Burkina Faso, serait-il plus sensible à la cause burkinabé qu'à celle des Ivoiriens? Gros point d'interrogation. Loin de nous l'idée donc de créer une confusion, mais nous nous préoccupons, cher ami, des conditions des Ivoiriens. Du nord, du sud, du centre, de l'est à l'ouest. Bref, de notre ivoirité. L'ivoirité qui a été galvaudée. Mais nous reviendrons au moins sur ce concept dans notre prochain billet. C'était donc mon billet. Jacques Roger. Au revoir.